D'abord, quand je vois une organisation de jeunes qui par eux-mêmes se mettent ensemble, visent des objectifs, je me dis ça c'est déjà encouragé. Parce que chez nous, on a formé notre jeunesse pour qu'elle soit oisive. Si vous remarquez, quand on finit le bac, vous partez à l'université, les 80% des jeunes sont dans les sciences sociales. Or, dans un pays, quand vous voulez vous développer, les richesses, on les produit, on les distribue, on les consomme. Et chez nous, tout le monde est au bout de la chaîne dans la consommation. Marketing, philosophie, littérature, anthropologie, histoire, géographie, banque. Mais au niveau de la production des richesses, les jeunes ne sont pas nombreux là-bas. Parce qu'en fait, quand on laisse les jeunes à eux-mêmes, c'est comme un liquide, quand vous le versez, il va toujours là où il y a la pente. Dans un pays, il y a une direction politique qui a vocation à tracer la ligne, à tracer, à montrer le chemin. Et aider les citoyens à choisir sans les forcer. Vous savez, quand nous on était à l'école, moi je me rappelle l'année où je faisais le DEF, 1973. C'est loin pour beaucoup d'entre vous. En ce moment, vous choisissez 3 matières. Moi, comme j'étais bon dans toutes les matières, bon, on voyait nos professeurs de français, professeurs d'anglais, on va à Londres, on va à Washington. Les Français ont dit les grandes œuvres littéraires de la France. Donc on était beaucoup séduits par la littérature et les langues. Mais mon directeur est venu, il s'est arrêté, il me dit, bon, toi là, mais ingénieur. Parce que vous choisissez 3 spécialités. Et l'État s'organise pour orienter les enfants en fonction de ses besoins dans 5 ans, dans 10 ans. Quand on a besoin, par exemple, de 100 ingénieurs dans 10 ans, c'est depuis les orientations qu'on met les gens. Vous partez dans les sciences techniques, dans les sciences littéraires, ainsi. Donc l'enfant est orienté comme ça. Moi, je ne comprenais pas quand mon directeur m'a obligé à mettre ingénieur, alors que moi, je voulais être prof d'histoire, prof de langue. Mais j'ai accepté. Mais arrêtez, ils avaient un objectif. En 1975, 76, vous entendez beaucoup d'hommes politiques. Leur référence en politique, c'est qu'ils étaient dans les mouvements syndicaux d'étudiants. Le Mali est le seul pays où il y a ça. Hein. Tous les autres pays, là, vous voyez les grands hommes politiques qui vous disent leur part. Mais au Mali, la plupart, j'étais étudiant. On m'a mis en prison. Je m'étais opposé aux militaires. C'est ça leur background. Au Mali, les 99% des hommes politiques sont comme ça. Parce qu'en ce moment, l'État nous oriente. Et lorsque le nombre d'élèves et de sortants des écoles était devenu tel que l'État ne pouvait pas employer tout le monde. Parce qu'au début, on a fait un régime socialiste. Donc, tous ceux qui finissaient les écoles sont automatiquement employés. L'histoire et la réalité ont montré que ça ne peut pas marcher. Même les pays où on a inventé cela, en Union soviétique et en Chine, ils ont fini par abandonner. Donc, l'État malien a constaté depuis 1964, il y a le discours du président, que moi je lis beaucoup l'histoire. Il y a les conditions qui ont présidé à la signature des accords franco-maliens sur le CFA, qui ont été signés le 1er février 1967. Vous entendez beaucoup de démagogues en politique vous dire « Ah, c'est Moussa Traoré qui nous a amenés au CFA ». C'est faux. Les accords franco-maliens ont été signés le 1er février 1967. Et c'était prévu dans ces accords que nous retournions au CFA dans 5 ans. Donc en 1972, nous devions être dans le CFA. La suite, vous reconnaissez, il y a eu le coup d'État en 1968.
Mais depuis ces accords, beaucoup n'ont pas les originaux de ces accords. Ils font beaucoup de démagogie. Ils s'enseignent du mensonge à la jeunesse. Ils font de la propagande. Depuis ces accords, c'était très clair que l'État malien ne pouvait pas continuer à employer tout ce qui court des écoles. Donc il fallait un concours d'entrée à la fonction publique. Depuis ces accords, les difficultés économiques étaient reconnues par le président. Les sociétés entreprises d'État, beaucoup étaient en faillite. Donc il fallait réorganiser l'économie. Les différents discours du président font foi, mais on ne l'emprunte pas à la jeunesse. J'ai assisté en 2010 à un débat sur le retour du Mali au franc CFA, sur les accords franco-maliens. Un homme politique s'est levé de près de 80 ans. Il dit que ceux qui ont fait ces accords ont trahi Modibo. C'était des traîtres. On a applaudi. Les jeunes étaient contents parce que c'est ce qu'ils voulaient entendre. Un ancien qui s'est levé, qui a pris la parole. Il a dit à ce monsieur, je vous en prie, n'enseignez pas le mensonge à la jeunesse. Vous êtes en train de tromper notre jeunesse. Ceux qui ont négocié les accords franco-maliens jusqu'à leur signature, j'y étais. Le président Modibo Keïta m'avait désigné comme spécialiste d'économie et proche à titre personnel de lui. J'ai participé à toutes les négociations à Paris. Quand nous sommes revenus de l'aéroport, nous sommes allés à Koulba voir le président. Il était avec le président de l'Assemblée nationale, Maman Alassane Haïdara. Ils ont pris le document. Ils nous ont dit d'aller dormir dans nos familles et revenir le lendemain matin. Le lendemain, quand on est revenu, ils nous ont remis le document, ils nous ont autorisé à les signer. Donc ils l'ont validé. De chez eux, on est allé à l'aéroport. On a pris l'avion, on est arrivé à Paris. Et nous avons signé. Il dit donc, quand vous venez dire à la jeunesse que ceux qui ont signé ces accords ont trahi Modibo, c'est du mensonge. La réalité, c'est qu'il y avait dans ces accords ne correspondait pas à la ligne politique qui était en cours, une ligne socialiste. Or, ces accords prônaient le retour au capitalisme. On ne pouvait pas le dire. Donc, il n'y a que certains érudits de la haute direction du pays qui étaient au courant du contenu de ces accords. Jusqu'à aujourd'hui, les 98% de l'intelligence malienne ne connaissent pas le contenu des accords. Elle ne connaît que ce que des hommes politiques dans l'agitation le disent. Le monsieur s'est assis, le débat était clos. J'ai rappelé tout ça parce que vous avez besoin de la vérité pour construire le Mali. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Au Mali, on ne savait pas où est-ce qu'on partait. Vous venez de dire que toutes les formations, on a remarqué, c'était des organisations internationales qui donnent, des ONG. Mais ces ONG, ces organisations, les gouvernements pour lesquels ils travaillent, ont un objectif. On veut vous formater. On veut vous amener à voir le monde avec les lunettes qu'ils ont préparées. Mais si chez nous on ne fait rien, la nature aura du vide, donc nos jeunes vont aller vers ceux qui leur proposent des formations. Et donc depuis ce temps, on orientait les gens. Pour revenir à ce que je dis, la guerre entre le gouvernement dirigé par un militaire et l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. Vous entendez beaucoup d'hommes politiques qui se vantent aujourd'hui. J'étais responsable de l'UNEM. La bagarre, c'était quoi? Du moment qu'il est reconnu que tous les sortants de l'école supérieure ne peuvent pas automatiquement être des employés, le gouvernement a décidé que désormais, quand vous passez au bac, vous ne partez pas directement à l'école supérieure. Vous faites un concours
Donc c'est les meilleurs des meilleurs qui vont à l'école supérieure. Et ceux-ci, dès qu'ils passent, ils sont employés. Pour que l'école supérieure ne devienne pas une fabrique de chômeurs. Et ceux qui n'ont pas les capacités, on les oriente dans les sciences, dans les cycles courts. Parce que la société, tout le monde ne peut pas être professeur. On a besoin de plombiers, on a besoin de caroleurs, on a besoin de gens qui nettoient les toilettes, on a besoin de gens qui font les électriciens. Même si vous êtes président, vous êtes roi, vous êtes premier ministre, si votre toilette n'est pas bien illuminée le jour, vous avez la lumière pour bien vous raser, mais en réalité, quelque chose vous manque. Donc, dans une société, on a besoin de tout le monde. Donc, le gouvernement a dit, je ne fais pas fabriquer des universitaires qui vont chômer. On va prendre les meilleurs pour l'université. Les autres vont aller dans les fonctions dont la société a besoin. Ils vont dans l'agriculture, ils vont dans l'élevage, ils vont dans les sciences techniques, ils vont dans les écoles. L'ESICA a été créé en ce moment. Mais la gestion du pouvoir, c'est autre chose. Il s'est trouvé que l'intelligentsia, les syndicats n'étaient pas d'accord. Eux, ils faisaient de la politique. Donc les syndicats nous avaient obligés. Moi, j'étais dans ces mouvements. On a manifesté, on nous a pris, on nous a bastonné, on nous a amenés au camp et on nous a rasés. Regardez le soleil en plein jour. Vous jurez que vous n'allez plus faire des mouvements pour qu'on vous libère. Mais quand on va à l'internat, vous savez, souvent on nous mettait en grève, pourquoi? On dit que non, nous on veut manger du poulet aujourd'hui. On nous a fait seulement de la viande. On n'est pas d'accord. 2 ou 3 agitateurs font ça et puis on sort. Ou bien on nous a fait du macaroni, nous on veut manger des frites. Pour un oui ou un non, on partait dans les grèves. Mais moi, depuis ce moment, j'ai commencé à observer que ceux qui nous poussaient dans les grèves, ils n'étaient jamais là au moment où on nous prend. Quand on nous mettait en prison, on nous amenait au soleil, ils n'étaient jamais là. Vous entendez tout le monde parler de la génération Boniface Diarra. Ça, c'était la période où c'était très chaud. On a passé des journées au soleil, au camp 1, dans l'eau en train de nous cacher. Finalement, de guerre lasse, vers 1979-80, les militaires ont le pouvoir à lâcher. On a dit maintenant, tout ce qui passe au bac, vous partez à l'université. Et ça s'est calmé. Mais en réalité, les enseignants qui étaient derrière ça, ils n'ont pas le même objectif que le pouvoir politique. Eux, ils voulaient simplement affaiblir le pouvoir. Moi, j'ai fini le lycée technique. J'ai fait le concours pour aller à l'ENI. Parce qu'à notre temps, il ne suffit pas de passer au bac. C'était en 1977. Mais en 1979, le gouvernement a lâché. Et la situation s'est apaisée. Donc la paix sociale, le prix à payer, c'était cela. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes politiques au Mali, dans leurs références, c'est la lutte syndicale au sein de l'UNEM, plus tard dans l'AEM. Les militaires m'ont mis en prison, j'étais ceci, j'étais émigré. 1968, quand il y a eu les troubles à Paris, parce que quand il y a du nouveau, c'est la jeunesse est très sensible. Dans beaucoup d'universités à l'extérieur, par exemple à Dakar, il y a eu les grèves partout. On a mis les Maliens dans un avion, certains on les a renvoyés chez eux. Senghor a pris les Sénégalais, beaucoup sont allés faire l'école militaire. Dans certains pays africains, ils ont été éliminés. Au Mali, certains sont venus, ils ont été au chômage. Tout ça, quand certains vous racontent, ils racontent comme des héros qui étaient contre le régime. Mais en réalité, c'était ça ce qui s'est passé. Il y avait une tendance historique. Vous savez, la jeunesse et l'intelligence ça, sont très sensibles à ce qui est nouveau. Il y a un pouvoir conservateur qui avait une certaine ligne. Donc, les frictions entre eux, ça laisse des traces. Donc, il y a qui ont été formés dans ça. Et donc, notre jeunesse, ce que je vous dis, nous n'avions pas de pays. Nous étions dans un bateau ivre qui partait partout.
On était là-dedans, démocratie, le Mali est le meilleur pays du monde. Mais en réalité, on avait un pays, une superficie, on avait une population. Mais on n'avait pas un pays au sens moderne du terme. Le pays était dirigé par d'autres, était orienté par d'autres. C'est les ONG, les organisations internationales qui formaient les jeunes, qui donnaient des bourses d'études. On prend les meilleurs, on amène en Occident. Quand ils finissent leurs études, ils reviennent, on ne leur donne pas du travail. Donc ils restent dans ces pays, ou ils vont aux États-Unis. Donc c'est qu'on investit pour former la crème du pays. Ils restent là-bas. Parce que chez nous, on ne valorise pas l'intellect. Même aujourd'hui, le nombre de cadres qui ont lu un livre au Mali, si vous comptez, c'est au bout des doigts. Or, d'après Mandela, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Pour ceux qui ont vécu dans les pays développés, en Russie, en Chine, en France, au Japon, aux États-Unis, vous allez voir dans les métros, vous observez très bien dans les transports publics, il y a deux types de passagers. Il y en a qui sont toujours en train de lire. L'état mort là, ils lisent. Il y a d'autres qui sont là à parler, danser, souvent c'est les Africains. Parce que c'est eux qui font bouger leur société. C'est une société où on comprend. Chez nous, on était dans un bateau à destination inconnue. Parce que c'est d'autres qui dirigeaient. Mais les passagers, on avait un pays, on avait le Mali, c'était la démocratie. J'ai reçu ici un ambassadeur qui est venu me parler de démocratie pour me sensibiliser. Moi, je l'ai arrêté. Il dit, Excellence, il n'y a pas un pays dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas un seul qui a commencé son développement par la démocratie. Personne ne peut me donner. Les États-Unis connaissent la plus grande démocratie. C'est sur le sang et la sueur des esclaves, des Noirs. Et on a exterminé des Indiens pour bâtir un pays. Les grandes maisons en France, l'Élysée, les musées, c'est le sang et la sueur des esclaves. C'est quand les gens atteignent un certain niveau de compréhension qu'ils passent au choix. La démocratie, même dans la Grèce antique, ce n'est pas tout le monde qui votait, c'est ceux qui sont éclairés. En France, ce n'est qu'en 1952, tout près, qu'on a autorisé les femmes à voter. C'est un choix conscient. Quand on a commencé à dire là-bas qu'il faut le suffrage universel, c'est lorsque 80 à 90% de la population est instruite. Mais quand vous avez faim, vous n'avez pas à manger. Vous prenez dans mon village, ma grand-mère n'a pas mangé pendant une journée, 2 jours, elle a faim. On vient pendant des votes. Quelqu'un lui donne quelques 2 kilos de mil ou 500 francs. Mais elle vote pour lui. Elle n'a pas voté pour ses idées. En réalité, elle a voté pour les 500 francs. Donc, on nous a amené une démocratie DCI, dénomination commune internationale. Ce n'est pas l'original. On est tous là-dedans. J'ai dit à l'ambassadeur, ton pays, en 1945, sorti de la guerre, le président qui vous dirigeait, j'ai donné son nom. J'ai dit c'était un militaire qui n'a pas été élu. Mais quand il est venu, il a dit que pour qu'ils aient une nation, il doit résoudre 2 problèmes. Premier, il faut qu'ils mangent à leur faim. Ils mouraient de faim. Donc ils ont investi dans la recherche agricole. Je l'ai dit, dans ton pays aujourd'hui, personne ne meurt de faim. Deuxième chose, il dit qu'il faut qu'ils investissent dans l'enseignement. Dans leur pays aujourd'hui, c'est presque 100% des gens éduqués. Les coefficients le plus élevé chez eux, c'est l'éthique, quelle que soit la spécialité que vous faites. Ils ont dit qu'il faut qu'ils attrapent le retard dans le domaine de technologie, l'information et la communication. Ils sont à la pointe aujourd'hui. J'ai dit à l'ambassadeur, c'est là la personne l'a élu. Quand ces 2 problèmes ont été résolus, le peuple a mangé à sa faim, le peuple est éduqué, le peuple est sécurisé, le peuple aujourd'hui peut sortir et chasser un président parce qu'il est instruit. Il comprend. Mais chez nous, on fait les constitutions, le président peut le démettre, le président peut le chasser, il faut que le Sénat, les députés se retrouvent. Mais en réalité, tout ceci-là, ils sont dans le système. Ça ne va jamais arriver.
Le Mali était tombé tellement bas ici, mais les institutions n'ont pas osé démettre le président. Les militaires mouraient par centaines, on les mettait dans les fosses communes. Lorsque l'opposition a simplement demandé de dire où va l'argent qui est voté par année par tous les députés pour la sécurité, les textes on a mis dans les tiroirs jusqu'à ce que le régime est tombé. Mais théoriquement, l'opposition peut demander, ça c'est du pipeau. Donc c'est la démocratie DCI qu'on est venu nous vendre. Parce qu'en réalité, les leviers qu'il y a là-dedans ne marchent pas. Aux États-Unis, quand les congressistes et le Sénat n'est pas d'accord avec le président, ils bloquent. En Europe, l'Assemblée vote contre. Mais chez nous, c'est sur le papier, mais en réalité, il n'y avait rien. Quand on est proche du président, tu es comme un dieu. D'après un proche d'un président, il dit qu'en Afrique, après Dieu, c'est le président. Donc en Afrique, quand on est proche du pouvoir, on fait ce qu'on veut. C'est ce qui m'a fait dire souvent au ministre que dans un pays, vous avez Dieu, vous avez les lois, vous avez, disons, le peuple et les lois. Mais chez nous, je pense que quand on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. D'après quelqu'un, quand en Afrique, quand tu es président, après Dieu, c'est toi. Jusqu'au jour où les gens se révoltent, on chasse le président, on reste dans la misère pendant des années. Des alternances fictives qu'on nous dit. On nous dit le président a quitté le pouvoir, il a désigné quelqu'un. Ça, ce n'est pas de l'alternance, c'est de la rotation. Moi, j'ai dit à un chef de parti ici qui se vantait qu'à la tête de son parti, on change. J'ai dit, mais c'est lui qui t'y a désigné. L'alternance, c'est quand il y a une compétition et quelqu'un gagne. Mais si c'est toi qui désignes celui qui doit te remplacer, ça, c'est de la rotation. Et tu te mets à côté, tu le contrôles. Ça, c'est de la démagogie. Donc, on nous a amené quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. La démocratie, c'est le système qui permet de rendre le peuple un peu plus heureux. Vous sortez de ça, il n'y a rien. Tout le reste, c'est des dénominations en fonction des lieux. C'est ce qui a fait dire à un éminent homme politique chinois, le père de la Chine moderne, Deng Xiaoping, dans les années 76, lorsque les gens étaient dans la révolution active, il dit qu'un chat, qu'il soit blanc ou gris, pour vous qu'il attrape la souris. Ça veut dire que le système soit capitaliste, socialiste, pourvu que les gens vivent mieux. Mais on l'a mis en prison. Il était en exil jusqu'au décès du président. Mais c'est des vieilles nations. On est allé le chercher, il est venu à la tête du pays. C'est lui qui a organisé la transformation de la Chine nouvelle, qui est allé des pays agraires où il n'y avait rien à la première puissance économique du monde aujourd'hui. C'est la même chose au Mali. Au moment où on était dans le trou, 2018, les Maliens étaient dans un bateau ivre. On ne sait pas où est-ce qu'on partait. Le Mali, la première démocratie en Afrique, mais les élèves étaient les derniers. Quand vous échouez dans les pays de la sous-région, vous venez faire le bac ici, passez les premiers. C'est pour cela qu'après on a harmonisé d'ailleurs la date des examens dans tous les pays de l'UEMOA. Pendant qu'on faisait ça, j'avais dit en ce temps, depuis 2018, que notre peuple est un grand peuple. Les descendants de tous ces empereurs dont on parle, les Sundiata Keita, les Askia Mohamed, les Sonia Libéré, les Firoun et autres, ne peuvent pas être comme on est. Un jour ou l'autre, notre peuple va sécréter des enfants qui vont lui restituer sa dignité. Parce que depuis ce moment, moi j'avais compris qu'on était dans un bateau qui était en destination inconnue pour nous. Mais celui qui pilotait savait où ce qu'il nous amenait. On nous amenait les forces internationales, on nous amenait la démocratie. On allait rester dans ça pendant 20-30 ans. Tous ceux qui comprennent allaient mourir. La nouvelle génération, bon, c'est des gens qui aiment bien parler, bien vivre, voyager, ils ont des maisons en Occident, leurs épouses, leurs enfants. Ça fait moins d'1% de la population souvent. C'est ce que j'ai appelé l'oligarchie.
Donc sur les 22 millions de Maliens, peut-être il y a 2000, 3000 qui contrôlent tout. Ils contrôlent les institutions, ils contrôlent les richesses, ils voyagent, ils parlent au nom du peuple, ils font ce qu'ils veulent. Et les autres vivent dans la misère. C'est ce qu'on appelait démocratie. Ça, c'est pas de la démocratie. Parce que dans leur pays, c'est pas comme ça. Les dirigeants doivent être d'abord au service du peuple et non l'inverse. Et c'est pour cela que le président de la transition nous dit, il répète souvent au ministre, que le gouvernement de transition doit avoir comme centre de gravité les peuples. Tant que son centre de gravité, c'est le peuple, les adversaires ne pourront rien. Parce que les adversaires, les ennemis de l'Afrique, ils n'ont pas peur des dirigeants. Les dirigeants, soit on le corrompt, soit on le menace, soit on l'élimine. Mais les peuples, ils ne peuvent rien contre. C'est pourquoi vous voyez que moi, je parle beaucoup. Les gens, les premiers ministres, Koroborké, Anen Kadide, avec comment Kodjougou. Vraiment, comment Kacha. En réalité, je fais exprès. C'est pour éveiller les consciences. C'est pour que les gens comprennent. Parce qu'on nous a maintenus dans une situation d'incompréhension. L'ambassadeur dont je vous ai parlé, quand il a fait son histoire, il s'est tué, il a laissé son débat sur la démocratie. Je lui ai dit d'arrêter. Je sais qu'on l'a envoyé me parler. Mais il n'y a aucun pays, y compris ceux qui l'envoient, qui s'est développé à partir de la démocratie. Pour appliquer la démocratie, il faut un peuple qui comprend. Et je lui ai dit qu'un gouvernement, pour être légitime, ce que vous racontez là, les urnes bourrées là, ce n'est pas ça la légitimité. Un gouvernement, quelle que soit la façon dont il vient, un président, succession dynastique, coup d'État, révolution, élection, s'il ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la sécurité alimentaire, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la sécurité sanitaire, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la sécurité éducationnelle, il ne peut pas être légitime. Mais chez nous, c'est les urnes bourrées qui nous donnent un leader. Après, il voyage, il revient, il nous impressionne. Tout le monde se tait. Quand des gens protestent, on les prend, on les corrompt. S'ils ne sont pas corrompus, on les met en prison, on les élimine, on les fait quitter le pays. C'est dans ça que nous étions. On n'avait pas de pays. Et c'est pour cela que les Maliens se sont mobilisés. Ils ont dit la sécurité. Ils ont dit la justice. Il y avait des disparitions forcées. Parce que quelqu'un a mal parlé d'une personne proche du pouvoir, on le fait disparaître. On corrompt les gens. Il y avait des gens effrontés qui parlent, qui ne représentent rien. Les gens vertus ont été réduits au silence. Vous trouvez des gens qui parlent dans les médias, ils deviennent des héros. Ils sont dans des voitures, ils ont des véhicules, ils sont mariés. Mais ils ne travaillent pas. C'est devenu le sport favori. Parce que quand ils dénoncent les errements du pouvoir, au lieu de s'en servir pour corriger, on les appelle, on les corrompt. Donc il y a une catégorie de personnes qui ont commencé à vivre de cela. Ils parlent dans les médias, ils crient, on les paye, ils font des réseaux, ils sont dans des 4x4, ils ont des garde-corps, mais ils ne travaillent pas. Beaucoup de jeunes se sont mis dans ça. On a formé toute une génération dans ça. Quand ça ne va pas, on délègue un ministre ou un individu. Il va là où on parle mal d'eux. Il amène l'argent en corrompt. Il revient le même ministre. Moi, je connais des gens qui sont devenus ministres comme ça. Et le pays marchait comme ça. Les forces internationales, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ONU, AB, c'est des lunettes en bois qu'on nous a mis. L'objectif stratégique, c'est de maintenir le Mali dans cette situation de ni paix ni guerre pendant des dizaines d'années. Pendant ce temps, les gens font leur business.
Il y a des pays qui ne produisent même pas de l'or, mais ils sont parmi les 3-4 premiers producteurs du monde. L'or quitte chez nous. À Kidal, les gens meurent. La rébellion est là. Des centaines d'Africains quittent d'autres pays. On exploite l'or. 100 kilos, les 90 kilos vont là où vous savez. Les 10 kilos viennent. On corrompt l'oligarchie. Il y a des gens qui ont tout. Ils sont majoritaires, minoritaires, mais ils ont tout. Personne ne peut parler. Il n'y a pas un pied au nord. Il n'y a pas une route. On fait les statistiques dans les budgets. Les frais d'entretien des routes, des milliards. Il n'y a même pas de route. L'or, c'est comme ça. On vient de chasser toutes ces forces-là. Cette histoire de Takuba, vous ne comprenez pas, je vous explique tout ça pour que vous compreniez. Parce que là où on vous forme, on ne donne pas ça. Takuba, c'est pour diviser les gens. En Soraya, en Tamashek, c'est le sabre pour diviser. Donc pour Takuba, Menaka allait être le lieu d'entraînement de toutes les forces internationales de l'Union européenne. Ils ont fait des demandes. Quand on est venu, on les a chassés. Notre armée ne pouvait pas aller sur certaines parties du territoire malien. On dit que c'est la zone d'entraînement de Takuba. Il n'y a pas une tue aucun terroriste. Après, G5 Sahel, j'ai expliqué à beaucoup, G5 Sahel, la zone que ça couvre géographiquement, c'est la zone qu'on appelle l'OSRS, l'Organisation commune des États sahariens. Il nous l'a voté le 10 octobre 1957. Elle n'est pas abrogée en France encore. Donc on a mis, on était là, G5 Sahel, lutter contre le terrorisme. On a besoin de 400 millions de dollars. On ne l'a pas eu. Les mêmes ont donné des milliards dans notre pays européen qui se bagarre, des dizaines de milliards. Pourtant, on n'a pas eu chez nous. On va quémander dans les pays du Moyen-Orient. Quand on récolte 100 millions d'euros, les 90 millions sont utilisés. Les 10 millions, on va acheter des vieux équipements chez eux, on les répare, on les file à nos armées. Les militaires qui parlent, on monte un coup, on dit qu'ils voulaient faire un coup d'État, on le prend, on le corrompt, ou on le dégrade, ou on l'élimine, ou il se tait. Bonjour la démocratie. Mais c'est dans ça que nous étions. Personne ne peut trouver de solution. Et Dieu a fait qu'un jour, des Maliens se sont retrouvés, peut-être avec différentes intentions, mais la finalité, c'est qu'un jour, des militaires ont surgi, des jeunes, ils ont arrêté la dérive. Nous avons navigué à vue pendant des mois. Vous vous rappelez des moments où on dit « Ah oui, c'est que les gens ont fait en 3 mois, et sous Ibeka, on n'a pas pu faire ça en 7 ans. » C'est lui qui a dit ça. On sait pourquoi il a dit ça. Pour que ceux à qui il parle là soient contents. Parce que leur attitude avec les Africains, je vais vous expliquer. Soit ils vous corrompent, ou ils vous menacent de mort, ou ils vous éliminent. C'est ça leur façon de faire. C'est pourquoi vous entendez les gens dire « Ah, le Premier ministre, il parle beaucoup. » Je parle parce que je veux que les Maliens comprennent. Parce que quand le peuple comprend, le peuple est invincible. Quand c'est un seul dirigeant qui garde tout pas derrière lui, il suffit de le corrompre pour l'éliminer. C'est fini. Beaucoup ne savent pas, par exemple, qu'il y a un pays voisin, le président fondateur de ce pays-là. Mais il est resté fidèle à la France jusqu'à sa disparition. Mais celui-là, c'était des nationalistes qui voulaient l'indépendance coûte que coûte. Ils étaient ralliés aux communistes. Mais on l'appelait dans une chambre, on l'a menacé de mort. On a tué son adjoint dans son pays. On a tué ceux qui font comme lui dans d'autres pays. Quand il est sorti, il a dit qu'à partir de ce moment, c'est ce qu'on appelle le désapparentement avec les communistes. Ils sont allés avec la France. Ils ont eu la paix jusqu'à la fin de ce jour. Les gens ont duré au pouvoir. Parce qu'en Afrique, souvent, les gens viennent pour durer au pouvoir. Ce n'est pas pour résoudre les problèmes. Donc, tous ceux qui sont susceptibles de les gêner, des journalistes, des gens qui partent, on les corrompt,
on les élimine, on les fait quitter le pays. Et on dure 30, 40 ans, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. À Kidal, pendant 13 ans, on exploite l'or. Il n'y a pas un puits là-bas, il n'y a pas une route, il n'y a pas de forage, il n'y a rien. Mais ça alimente une partie de l'oligarchie à Bamako. Des politiques, des militaires, des juges, des hommes influents. Peut-être 1000 à 3000 sur les 22 millions de Maliens. C'est eux qui nous tiennent. La minorité sociologique devient la majorité institutionnelle. Et ils nous maintiennent. On fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le pays n'avance pas. En 1960, la Corée du Sud avait le même niveau de développement que certains pays africains. 60 ans après. Certains pays, leur richesse, c'est plus que toute l'Afrique noire réunie. Parce qu'ils se sont attaqués aux problèmes. Ils ne se sont pas occupés de démocratie. Ils ont résolu leurs problèmes. La Chine était un pays arriéré. Ceux qui ont la mémoire, vous pouvez demander à vos grands-parents, ceux qui partaient en Chine dans les années 70, il y a quelques vélos en ville, mais les dirigeants ont dit, il faut qu'on résout nos problèmes. Ils ont envoyé des intellectuels dans les pays occidentaux étudier la technologie. Ils ne sont pas assis, transfert de technologie. Mais si on transfère, vous ne connaissez même pas. Quand ils ont étudié, ils sont revenus. Ils ont commencé à exiger le transfert de technologie. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde. Donc, la direction politique d'un pays doit avoir des idées claires où aller. Si vous laissez les gens eux-mêmes, d'autres vont venir les prendre. Et chez nous, on forme des formations de jeunes leaders, formation de ceci. On fait 2 mois dans les pays, on vous fait visiter les pays, les universités, on paye des per diem, les gens viennent. En réalité, c'est pour que dans 15-20 ans, quand vous allez diriger le pays, vous soyez liés à eux. Vous serez préoccupé par ces voyages, ces per diem, ces hôtels. Mais vous allez trouver que celui qui dirige n'a jamais été dans une campagne. Il ne connaît rien de ce qui se passe dans le pays. C'est ça la réalité dans notre pays. Moi, je vous ai parlé de Kidal. Je suis de Gao. Il y a ce qu'on appelle la mine de Ntaka. Vous savez, il y a un chef rebelle qui avait 96 millions de francs CFA par mois dans l'or qui est exploité à Gao. Il était dans les institutions ici à Bamako, un chef rebelle, une personnalité. Voici comment nous triandons. À Ansongo, à Tassiga, moi je suis dans Songo. Il y a les mines de manganèse. Depuis 2009, j'ai tapé à toutes les portes. Tout est fermé. Il y a des camions qui exploitent, ils vont au Niger, ils vont au port de Lomé ou de Cotonou. Des camions, des tankers viennent, ils amènent. Des années durant. On utilise un élu pendant 2 ou 3 ans et puis un jour il tombe malade ou bien il meurt. On prend un autre. Pendant ce moment, il y a les forces internationales qui sauvegardent, qui luttent contre le terrorisme dans la zone. Et on a tout compris. On vient de mettre la mine de manganèse de Tassiga dans les propriétés de la Sorem. La mine de Ntaka dans les propriétés de la Sorem. Les mines de Kidal. L'or était partagé entre l'oligarchie, des membres de l'oligarchie à Bamako en minorité. La grande partie exportée. Le Mali va mettre la main là-dessus. Mais il a fallu chasser d'abord ceux qui protégeaient tous ces gens-là. Ce qu'on appelle les forces internationales, c'était pour nous tromper. Quand les militaires partaient, les ministres partaient à Kidal, ils faisaient la journée à l'aéroport pour chercher un avion. C'était le soir, on leur dit qu'il n'y a pas d'avion, retournez jusqu'à demain. Quand vous partez, on vous dit qu'il ne faut pas sortir avec le drapeau malien. Il faut le cacher. On fait des fêtes de l'indépendance de l'Azawad, sous les diplomates vont. On fait des défilés militaires. Les Maliens ont subi ces humiliations. Nous, on a tout suivi, on a tout noté. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes dans un environnement
L'homme est le produit de son être. Vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas d'avoir cette lecture-là. On a subi tout au Mali, toutes sortes d'humiliations. Les militaires que vous voyez là, le président là, il fait partie des militaires qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Pourtant, le président français dit Serval au Mali, c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est pour donner au Mali son intégrité territoriale. C'est pour appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais c'est la France qui a interdit à l'armée de rentrer à Kidal. Donc c'est faux, c'est du mensonge qui nous vendait. Les terroristes qui sont venus combattre étaient à l'extrême nord du Mali. Ça s'est étendu à 80%. C'est allé au Burkina, au Niger, dans les pays du Golfe. Donc c'est du mensonge. Les résolutions des Nations Unies, vous ne les connaissez pas peut-être, mais moi je lis tout. Quand vous relisez la résolution 2100 d'avril 2013, vous la comparez à la résolution de 2015, c'est la terre et le ciel. Gini Badjala, ou bien comment on dit en Bamarala, Gini Djalani Badji. Donc on nous embourbait comme ça, on était dans un bateau comme ça, en Betaga, les tourismes s'étendaient, les dirigeants parlaient, quand le président touche, on l'appelle, on le menace. Nima Yelema, en Bitoroche. Il vient, il sort, il parle de... On a tué déjà, combien de terroristes on a tué, combien de Maliens on a exécutés ici, des villages détruits. On a tué certains citoyens dans un pays, des citoyens. On est allé tout le monde là-bas. Nous sommes tous ceci, cela. On a tué un certain nombre de personnes. Mais les Maliens, les centaines qu'on a tués, ce n'est pas des Maliens. Les militaires, on les met dans les fosses communes parce qu'il n'y avait pas d'avion de transport. L'argent qui est sorti pour acheter les hélicoptères de combat, des individus détournent l'argent à leur compte en Occident. Ils construisent des maisons en Afrique de l'Ouest. Nous savons où se trouvent ces maisons-là. Ils sont chefs de parti, dirigeants politiques, syndicalistes, politiciens, militaires, juges, ainsi de suite. Et notre pays était pris en otage. Jusqu'au jour qui a délivré notre peuple. Des militaires jeunes, parce que moi je ne suis pas sûr si dans la classe politique civile, on allait en trouver. 37 ans, 40 ans, 50 ans sont sortis. On a arrêté la dérive. On a navigué à vue pendant des mois. On nous a complimentés. Et puis un jour, on a décidé que ces récalcitrants, on va régler leur compte. On fait un remaniement, on les sort. Et l'oligarchie était préparée, quelques semaines après, pour faire des manifestations et faire arrêter ces militaires-là. Heureusement, Dieu a encore sauvé le Mali. Parce que ces militaires, il leur suffisait de dire oui à certaines puissances impérialistes pour qu'on les laisse en paix. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent restaurer la dignité du Mali. Il fallait mettre du sable dans leur couscous, pour ainsi dire. C'est comme ça que la rectification est survenue. Parce que si les Maliens ne comprennent pas ça, on ne sait qu'à famille. C'est comme ça que la rectification est survenue. Le 7 juin 2021, quand le président a été investi. Ces officiers-là, ils ont vu toutes les trahisons, tous les coups bas, toutes les humiliations qu'on a fait subir à notre peuple, ils les ont vus. Beaucoup y ont laissé leur vie. Le président faisait partie des officiers auxquels on a interdit de rentrer à Kidal. Le ministre de la Défense, il m'a raconté qu'il y a des jours, on a tué tous ceux qui sont autour de lui. C'est Dieu qui l'a sauvé. Toutes les balles sont venues ricocher sur son chargeur. C'est pourquoi il n'est pas mort. Le président du Conseil national de transition, des années durant, dans le Grand Nord, sans espoir, sous le soleil, sous le froid, sans manger. Vous partez voir le directeur de la sécurité d'État. Il a même une oreille qui n'entend pas bien, parce qu'ils sont tombés dans des explosifs. Donc son tympan a été déchiré. Ils ont attrapé des terroristes qu'on a amenés au Mali. Des politiciens se sont entendus avec les impérialistes, on les a libérés. Ces terroristes ont tué plus de soldats quand ils sont retournés.
Donc quand ils sont venus, ils ont voulu juste corriger les choses. Et ça a été la chance du Mali. Il fallait un accompagnement politique. Et nous comprenions la situation bien avant, depuis 2018, 2020, 2019. Mais qu'est-ce qu'on pouvait parler seulement et expliquer? Il fallait une action décisive. C'est les deux combinés qui nous ont amenés là où nous sommes. Et vous, la jeunesse malienne a besoin aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son pays. Quel doit être son rôle? Vous êtes à la recherche, vous avez la soif de la connaissance et de la compréhension. Et c'est le devoir des aînés. Un enfant, quand il naît, c'est là où il grandit, il est comme ça. Vous prenez un enfant, vous le mettez parmi les animaux pendant 5 ans, il ne parle pas. Quand vous allez le voir, il va aboyer comme les animaux. Il ne peut pas marcher. Parce que son cerveau est modélé. Donc vous, la jeunesse malienne, a besoin de comprendre ce qui se passe, d'être orienté, de se prendre en charge. Parce que l'avenir du Mali, c'est vous. Tous ceux qui parlent, nous qui parlons là, peut-être dans 30, 20, je ne sais même pas combien d'années, à Bébé Tagao, le pays sera dans vos mains. Donc si vous comprenez bien les enjeux, si on est arrivé à vous faire comprendre cela, on a rempli notre mission historique. On a éduqué nos enfants. De la même manière dont la mère élève l'enfant, la grand-mère apprend à parler, l'enseignant l'apprend, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi quand j'ai vu votre demande d'audience, j'ai dit que ces jeunes ont besoin qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe. Ils ont soif de connaissance. Ils ont soif de comprendre. Si on ne le fait pas, la nature est en horreur du vide, ils vont aller s'épanouir ailleurs. Et en ce moment, on va s'en prendre à eux, mais ce n'est pas leur faute. C'est la faute de ceux qui dirigent. Un pays, ce sont ses dirigeants qui donnent le là. D'après les Bamana, on dit que Kami Benyamogo Flé, ou bien comment? Hein? Kami Amenyamogo Flé. Si même les fourmis, quand vous les mettez ensemble, vous n'avez pas vu, il y a quelqu'un devant. S'il va à gauche, ils vont tous à gauche. Donc si vous avez des dirigeants qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont, donc la jeunesse aussi, on va être dans un bateau ivre. Comme je dis, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Et nous voulons que vous sachiez où est-ce qu'on va. Que les futurs leaders soient des nationalistes, des patriotes qui sont en acier. Ils peuvent plier, mais ils ne rompront jamais. C'est ce que nous avons fait 2021, 2022. Après, mais il est clivant. Il insulte les politiques. Parce que quand les gens sont venus ici, je leur ai dit, on va transformer le Mali, on va faire des réformes, on va faire ceci, on va faire cela. Il y en a qui ont dit non. Le rôle d'un gouvernement de transition, ce n'est pas de faire des réformes, c'est de faire des élections et s'en aller. C'est un gouvernement légitime qui est élu, qui peut faire les réformes. Bien sûr, c'est un discours spécieux. Ce n'est pas spécial, spécieux. C'est un discours qui a l'air d'être vraiment, il y a du faux là-dedans. Une transition, son rôle, c'est de régler les problèmes qui ont prévalu à sa survenue. Si vous venez faire des élections, vous élisez un corrompu encore, mais c'est la même chose. Les problèmes qui ont prévalu à la survenue de la transition malienne, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est les réformes, c'est l'application intelligente, comme on l'a dit, de l'accord pour la paix et la réconciliation. Intelligente, j'avais expliqué, pas de division du Mali, ni à court ni à long terme, ni à moyen terme. République laïque, chacun fait sa religion. Touche pas à l'intégrité du Mali. Les gens disent non, ça c'est trop intelligent, oui, moi. 2002, les gens ont compris ce que ça veut dire intelligente. Amakea, Beyaeo. Le jour où les gens de Gao ont chassé Barkhane, c'est la nuit ils sont rentrés dans leur camp. Ils ont quitté Gao, c'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit qu'ils sont partis. Il n'y a pas eu de passation. C'est ça qui est intelligent.
Donc il faut travailler avec la tête. Il faut que le peuple comprenne. Il faut qu'on ait le soutien du peuple. C'est pour cela que le président nous dit toujours, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. La jeunesse, la santé, l'éducation, c'est comme le sang dans l'organisme. Quand vous cassez la colonne vertébrale d'un humain, il n'existe plus. Mais il lui faut du sang. C'est à ça que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que vous avez un grand rôle dans l'histoire de notre pays, dans la reconstruction du Mali, dans la compréhension politique, géopolitique, historique, dialectique des phénomènes. Il n'y a rien au hasard. Personne ne donne son argent comme ça. Formation des nouveaux leaders, on amène dans les pays, on va les musées, on fait des bons déjeuners, on va dans les hôtels, on fait 2 semaines, on revient, on donne des pertes. Tout ça, c'est pour travailler le cerveau des gens. Quand vous partez dans ces pays-là, on vous étudie, vos habitudes, tout est noté. Dans 10 ans, dans 20 ans, on va aller chercher un temps. Celui-là, il aime la jouissance. Celui-là, il aime dormir. Celui-là, il aime ça. Première des choses, dites toujours la vérité. Vous savez, ici, les gens pensent que opposants, c'est mentir, menacer, baga baga. Parce qu'on a habitué les gens à ça. Dites toujours la vérité. Deuxième chose, il faut aimer et sacraliser l'armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Ils ont essayé de banaliser notre armée dans nos esprits. Il y en a qui veulent même devenir président au Mali. Moi, j'ai la liste des futurs présidents déjà choisis, mais qui, dans un passé récent, se moquaient du Mali. Le Mali n'a pas d'armée. Dès que vous tirez, il fuit. Et on se lève, on les applaudit. Alors que c'était fait exprès. On sort des statistiques, on dit qu'on a envoyé 200 militaires quelque part. En réalité, il n'y a que 100 qui partent. Sur les 100, il n'y a que 50 fusils qui vont. Sur les 50 fusils, il n'y a que 25 qui sont armés. Donc le réseau dans l'armée leur file l'information. Ils s'organisent à 200, 300, ils tombent sur eux. Il n'y a que 25 fusils. Ils les tuent tous. Ceux qui s'échappent, on trouve des politiciens, des journalistes, des officiels, des personnalités pour se moquer d'eux. Ah, ils fuient. Dès que tu tires, ils fuient. Et vous avez des gens qui vont aller dire ça à l'extérieur, on se lève, on leur applaudit. Ils sont très contents. Ça, c'est des gens qu'on manipule à leur insu. Je l'ai déjà dit, sinon je le répète. Quand on a eu l'accident de 2014 à Kidal, où on a égorgé des préfets, des sous-préfets, les militaires qui sont rentrés dans le camp de la municipalité, quand l'armée a voulu récupérer les armes, les étrangers qui étaient là-bas leur ont dit non. Ça, c'est des butins de guerre, c'est pas pour vous, c'est pour la SEMA. Ceux qui étaient à la base de ça, là, ils sont dans la politique aujourd'hui, ils veulent être président du Mali aussi. La troisième chose que j'ai dit aux gens, celui que Dieu a fait qu'il est chef de l'État du Mali, il faut le respecter. Personne ne pensait il y a 4 ans qu'Assimi Goïta allait être président ou que j'allais être Premier ministre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup. Si on leur dit, il va être Premier, ils vont dire, c'est un moment je vais donner ma main à couper. D'autres vont dire, non, je vais donner ma tête à couper. À te cailler. Mais Dieu a décidé que c'est comme ça. Il dit, il faut respecter celui qui a la tête du pays. Le respect du chef d'un pays, c'est le respect du pays. Et enfin, il faut être patriote. Par-dessus tout, il faut demander, il faut aimer son pays. Tout acte qu'on pose vis-à-vis de vous, demandez-vous quel est l'intérêt du Mali dans ça. À moyen, à long terme. Parce qu'il y a des investissements qu'on fait dans la jeunesse, les pays états. C'est sur 20 ans. Vous voyez des petits pays, je me suis du terme géographiquement, qui se lèvent aujourd'hui pour nous menacer, qui disent qu'ils sont avec les terroristes, d'autres disent qu'ils ferment leurs ambassades. C'est la sous-traitance. En réalité, ils sont là,
Ils participent à un grand jeu, mais il y a un espace qui leur est dédié. Soit les minerais, soit le contrôle des populations. Dans le grand échiquier là, c'est ça leur rôle. Et donc quand ils ne sont pas contents, c'est eux qu'on actionne pour commencer à faire les tremblements. Comme un pays qu'on a renvoyé récemment, ils disent, oui, nous on va aller, mais on va laisser des antennes. Ces antennes-là, c'est des espions. En Benubunte, ils vont voir. Ni Taribika Bagajite Kata, tu ne laisses personne chez nous. Si tu veux laisser des espions là, on va les suivre. Parce que je vous dis, dans une lutte comme ça, l'adversaire que tu connais est moins dangereux que celui qui fait le double jeu. Et au Mali, les gens sont spécialisés dans ça. Il y a une catégorie, il y a une génération qui a été formée dans ça. La manipulation de l'information. Si vous remarquez, le Premier ministre d'abord, après il est clivant, il divise les Maliens. Moi, je ne suis pas venu pour unir les Maliens. Je suis venu pour résoudre les problèmes du Mali. Les Maliens qui ont fait tuer, qui ont détourné l'argent pendant que les soldats mouraient, on a passé cette étape. Ce qui est à la mode maintenant, le Premier ministre là, Akakuma Kacha, Anenkadi, il veut le pouvoir. Il faut créer la division au sommet. Parce qu'un pouvoir politique, quand vous voulez déstabiliser, il y a deux façons. Historiquement. Soit on les coupe de la base. C'est pourquoi le président dit toujours le centre de gravité du pouvoir, c'est le peuple. Soit on crée la division au sommet. Quand il y a la division au sommet, c'est fini. Vous voyez le Soudan, pendant plus de 30 ans, ils se sont battus. Soudanais chrétiens, Soudanais musulmans. 2011, ils sont arrivés à les diviser. Ceux du Nord, on a continué. 2019, on a trouvé des femmes et des jeunes. Démocratie, démocratie. Ils sont allés, ils ont fait le coup d'État. Ils sont restés ensemble quelques temps après. Après, on dit aux militaires, les civils là, ils ne valent rien. Il faut les renvoyer. Ils ont renvoyé le premier ministre civil. Les militaires sont restés entre eux. Après, ils se sont bagarrés. Aujourd'hui, ils sont dans la guerre. Ils ont cassé leur pays. Ils ont détruit le Soudan. Tous ceux qui sont battus, soi-disant, pour la démocratie, là, à Bolila ou bien à Fara, le pays est détruit. Parce qu'on a fait la division au sommet. Et donc, nous sommes très conscients que le rôle des gens de la 5e colonne, des agents doubles, de ce que j'appelle les tchounets en politique, c'est des tchounets, mais arrêtez, ils ne comprennent pas que nous les voyons. C'est de créer un malentendu au sommet de l'État, entre le président et le Premier ministre. C'est ce qui est à la mode maintenant. Mais ça ne passera pas. Parce que comme j'ai dit, ce pays-là, toute personne, tout pays, tout groupe de personnes qui vont essayer de trahir le Mali, ou Bichoro, Allah te sera douma. Parce que Allah de insérer ce gouvernement-là a gagné à Kanye. Le terrorisme, on a un nouveau leader. L'armée a fait son rôle. La politique, nous avons parlé. On a éveillé les consciences des Maliens et des Africains. Quand le président était en Chine récemment, vous avez écouté son discours avec les Chinois, les Maliens qui étaient à Djiangsu. Il a dit ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. Au-delà de l'ASEAN, qui parlait? Ce n'est pas le président. Nous parlions. Nous sommes allés à l'ONU pour parler. On n'a pas pris un katakatani pour aller à l'ONU. C'est le président qui nous a autorisés. C'est l'État qui a payé nos prix de transport. Et on a été dire ce que les Maliens voulaient entendre. Ce qu'on a caché aux Maliens. Nous avons dit là-bas qu'on nous a laissé en plein vol. Plein vol, c'est quoi? Quand vous êtes dans un avion, en plein air, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. C'est ce qu'on nous a fait. Mais on ne peut pas acheter des lunettes avions nocturnes. On ne peut pas acheter des armes. On ne peut pas acheter des simples avions de transport. On corrompt toutes les lignes dirigeantes. On a payé des avions de transport des troupes.
Les soldats mouraient, l'avion était garé quelque part. On a fini de payer l'argent. Donc on est allé chez les Russes, sur lesquels personne ne peut exercer une pression. On a acheté des hélicoptères. On est allé chez les Turcs, on a acheté des drones. C'est ce que j'ai expliqué là-bas. C'est à partir de ce moment que les gens ont commencé à dire « Ah, dja, un bénin de là-haut ». Mais toutes ces paroles ne valaient rien si l'armée n'a pas mis la stratégie pour amener le terrorisme dans le camp des terroristes. Détruire leur camp. Aujourd'hui, ils sont résolus, ils sont réduits à attaquer dans les champs, les villages. Mais il n'y a plus de camps qu'on attaque. Avant, c'est les camps qu'on détruisait. Et puis, on chantait dans les radios internationales. Et comme ces radios, ils ont pris le soin, avec les gouvernements démocratiquement élus, à acheter. Vous avez les antennes juste dans nos villages. Quand nos vieilles grand-mères se réveillent, au lieu d'écouter Radio Mali, ah, RFI est à fou. BBC est à fou. Donc, on change les mentalités des générations. La France met 600 millions d'euros. Ça fait près de 40 milliards sur ces moyens de communication sur l'Afrique. L'Angleterre près d'1 milliard d'euros sur BBC. Les Américains plus. Les gouvernements démocratiquement élus les permettent d'amener les antennes juste dans les villages. On n'écoute plus Radio Mali. L'évangile, c'est ce que disent ces radios internationales. Ah, France 24 est à fou. RFI est à fou. Quand vous voulez voir un cadre, quand tu te lèves le matin, moi j'étais là-dedans, je suis là-dedans même maintenant, parce que moi je les écoute sur Internet tous les jours pour savoir ce qu'ils disent sur nous. Quand un cadre se lève 6h30, après avoir prié, il met RFI. Il vient, il ouvre sa télé, il met France 24. Vous partez dans les pays anglophones, il met CNN. Donc c'est comme ça qu'on nous formate. Au fil des années, ça devient nos références. Nous, il faut aller de Afou, kira de Afou. C'est tout ça qu'on a mis fait. Et aujourd'hui, on a édicté des principes que le président a édictés. On a mis dans la Constitution. Si vous voulez travailler avec nous, il faut nous respecter en tant qu'État souverain. On ne va plus nous laisser en plein volet. Si on n'est pas d'accord là, on n'est pas d'accord. Vous n'allez pas nous dire d'acheter des armes là-bas, n'achetez pas là. Deuxièmement, nous choisissons nos partenaires stratégiques. Notre armée a décidé de choisir la Russie comme partenaire stratégique. La Turquie, la Chine. Il faut respecter cela. Deuxièmement, tous les cadres. Tout le monde, vous aussi. Toute personne qui doit prendre une décision, il faut se poser la question. Est-ce que les Mali ont intérêt là-dedans? On a constitutionnalisé ces principes-là. Donc à partir de ce moment, vous avez une boussole. Je voudrais vous saluer pour votre initiative. J'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer. Je ne me fatigue jamais d'expliquer aux Maliens. Chaque fois que j'ai une tribune, je le dis. Parce que je sais que c'est le peuple éveillé qui fera face aux difficultés. Les dirigeants, ceux qui connaissent leurs secrets, on va les corrompre, ou on les divise, ou on les élimine. Et après 5, 2, 3, 4, 5, 10 ans, les gens retombent. Mais quand le peuple est éveillé, un dirigeant par d'autres viennent. C'est pour cela que j'ai tenu à vous expliquer. Vous féliciter de vos initiatives. Vous dire que moi je suis ouvert. La jeunesse, c'est vous l'avenir du Mali. Nous voulons qu'à la fin de la transition, vous êtes des mouvements, il y a des partis, des associations, mais dans votre intime conviction, que vous puissiez vous dire, ces hommes et ces femmes de la transition, ils n'ont pas pu tout faire, mais ils ont pu faire, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Nous, c'est quoi le reste, ceux qui viendront vont aller. Un pays, c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais la stabilité totale, la paix totale. Un gouverner, c'est pédaler. Dès que vous arrêtez, vous tombez. Donc nous voulons quand nous allons passer le vélo là à d'autres, que vous dites, en tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Et je compte beaucoup sur vous pour que la nouvelle génération
qui vont prendre la direction du Mali soient des hommes cultivés, des hommes éclairés, des gros travailleurs. Le travail, je sais que déjà vous êtes tous dans les entreprises, vous êtes des gros travailleurs. Mais il faut lire et comprendre. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci bien, la séance. Vous venez, on fait une photo de famille. Monsieur le Premier ministre, on voulait avoir certaines réponses. Envoyez vos questions, je vais vous répondre. Je vais vous demander une autre.